mesdames les maires, mesdames, monsieur les conseillers départementaux, je ne sais pas alors ça fait depuis maintenant presque 14 ans qu'on fait ces conférences dans les communes, donc effectivement à l'occasion de la restauration des atlas cadastraux ou parfois d'autres circonstances. Et je dis souvent que j'arrêterai le jour où ça ne marchera plus. Bon, mais merci de me permettre de continuer, puisque je pense que vous êtes là, vous êtes nombreux, et je ne doute pas, j'ai déjà vu que vous êtes curieux et intéressés par les documents qu'on a rapportés. Je vais vous parler effectivement des archives et de la restauration de l'Atlas cadastral. Donc l'objet de cette conférence autour de l'archive, c'est de parler un petit peu de vos communes. Alors merci aussi à Martine et à Dominique d'avoir accepté de faire cette conférence pour 2 communes. Nous, ça nous permet de toucher 2 communes, nous déplaçant une seule fois. Donc on assume notre paresse. Et puis notre plaisir aussi, finalement, quand on monte l'exposition, à mélanger un petit peu les deux, à prendre l'école d'un côté, l'église de l'autre, et à montrer tout ce qu'il peut y avoir de commun et à la fois de différent entre les communes. Donc on va essayer de mêler un petit peu les informations, et puis ensuite on prendra le temps après la conférence autour des documents, éventuellement de répondre à vos questions, de commenter les documents qu'on vous a ramenés. Alors en quelques mots, alors on présente voilà le sommaire de la conférence. Donc on va parler un petit peu de la petite histoire, des petits faits sur les communes de Galan et de Libaros. Galan et Libaros à travers les archives. On va parler de la conservation des documents, la restauration des cadastres, et puis quelques mots sur les archives qui sont aujourd'hui en ligne. Ça c'est une nouveauté qu'on a réservée à la conférence de ce soir. Sachant qu'il y a également une autre nouveauté, c'est la première fois la conférence est enregistrée. Alors, la petite histoire, Galan et Libaros. Alors d'abord Libaros. Alors quelques éléments de contexte administratif et religieux. Nous sommes ici dans la sénéchaussée de Toulouse. C'est une particularité de notre département des Hautes-Pyrénées, qu'il est composite. Il a été recomposé au moment de la Révolution à partir de régions qui appartenaient à des ressorts administratifs et religieux différents. La particularité de la géographie de l'Ancien Régime, c'est qu'elle est très complexe, elle est très mélangée avec des enclaves dans tous les coins, des juridictions extrêmement différentes. La Révolution a voulu tout simplifier et créer le cadre départemental dans lequel se tient l'ensemble des institutions civiles, judiciaires et également religieuses, puisque cette carte des départements a été ensuite adoptée par l'Église pour ces diocèses. Donc avant la Révolution, on est dans la sénéchaussée de Toulouse, c'est-à-dire dans la zone administrative qui dépend de Toulouse, l'élection d'Astarac, la baronnie de Barbazan, donc on dépend ici du baron de Barbazan, et depuis la Révolution, la commune est de Libaros et dans le canton de Galan, et depuis 2015 fait partie du canton de La Rosse et des Baïses. Avant la Révolution, on est également ici dans l'évêché d'Auch. L'évêché d'Auch, l'archevêché d'Auch, a une pointe qui englobe dans les Hautes-Pyrénées actuelles le Magnoac et le pays de Trie, donc qui effectivement ensuite, à la recréation de l'évêché de Tarbes en 1821, basculera dans l'évêché de Tarbes. Et l'archiprêtré, c'est l'archiprêtré de Sadournin. Alors les archiprêtrés, ce sont des circonscriptions religieuses d'un niveau inférieur. C'est assez intéressant parce que souvent on suppose que les églises qui ont été choisies comme archiprêtrés étaient souvent des églises, on suppose, parfois plus anciennes, ou peut-être des points par lesquels la christianisation est arrivée, ou en tout cas, en tout état de cause, ce sont des églises qui ont un rôle un petit peu plus important, et très souvent, ces églises sont plus riches que les églises alentours. L'archiprêtre concentre parfois un peu plus de revenus que ses confrères, et on a souvent des églises avec un patrimoine plus important. Ça veut dire que le passé est mieux que le futur. Ah, ça, je ne sais pas. Alors, étymologie du nom de la commune. Alors, l'étymologie, c'est une science très compliquée.
Parfois, l'étymologie des noms propres est très facile et très claire. Parfois, elle est très incertaine. Ça ouvre toutes les possibilités et toutes les interprétations possibles. Là, en l'occurrence, effectivement, pour Libaros, on suppose que le nom viendrait d'un nom latin, d'un nom de personne, liparus, qui effectivement peut être un nom de personne, et d'un suffixe aquitain, ossum, qui indique le nom de domaine, comme c'est le même en latin, c'est le suffixe anum ou acum. Donc souvent les noms de communes en ac ou en an, ça indique le domaine d'une personne. Donc Marseillan, c'est Marcellus, etc. Donc là, effectivement, c'est un suffixe un peu identique, mais qui est un suffixe de langue aquitaine, ossum. Donc on retrouve d'ailleurs dans un certain nombre de communes du sud-ouest de la France, ces noms en os. Donc Libaros viendrait de cette étymologie. C'est encore une fois quelque chose, c'est une hypothèse, on n'a pas d'assurance absolue, personne n'a expliqué pourquoi un jour on a désigné le lieu ainsi. Galant, alors Galant, on est dans la même sénéchaussée, avant la Révolution, dans la sénéchaussée de Toulouse. En revanche, vous voyez, on est dans des communes qui sont voisines. Galant est dans l'élection de Rivière-Verdun. Alors l'élection, c'était la circonscription dans laquelle se décidait la répartition de l'impôt. Et la Rivière-Verdun, c'est une circonscription extrêmement intéressante puisqu'elle s'étend. Alors Rivière-Verdun, c'est Verdun-sur-Garonne, dans le Tarn-et-Garonne actuellement, et l'élection de Rivière-Verdun, elle va jusque dans le Louron. Et en fait, c'est un semis de communautés toutes disjointes qui relèvent de Verdun-sur-Garonne. Donc on est sur une circonscription totalement éclatée. C'est effectivement le genre de circonscription que la Révolution a pris plaisir à supprimer pour revenir à quelque chose de plus cohérent. Galant a la particularité, ça arrive dans l'histoire des communes, d'avoir perdu un quartier. Alors en tout cas il y a un quartier qui a été rattaché à Tournouse-Devant, donc en 1863. Donc ça arrive dans l'histoire des communes que parfois, pour des raisons de commodité, souvent de desserte. Alors au 19e siècle, c'est souvent des questions de distance à pied pour pouvoir se rendre à la mairie, à l'église, à l'école. Donc effectivement, on a parfois un redécoupage des limites des communes. Et puis effectivement, évidemment, Galant était le chef-lieu du canton de Galant jusqu'en 2015, et maintenant dans le canton de la Rosse et des Baïses. Je vous parlais tout à l'heure, on est encore évidemment dans l'ancien évêché d'Auch, mais Galant est chef-lieu d'un archiprêtré. Donc, pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure, on a effectivement à Galant, mais qui est une petite ville un peu plus importante, une église riche, reconstruite au XIXe siècle, Thibault en parlera sans doute tout à l'heure, mais qui effectivement a une histoire et un mobilier particulièrement intéressant. Quant à l'étymologie du nom de Galant, eh ben là c'est l'inconnu complet, le noir complet, puisqu'en fait l'étymologie on l'a construit à partir des mentions anciennes des noms, et en fait le nom de Galant il apparaît au XIIe siècle dans le cartulaire de Berdoues avec le nom d'une personne qui est Arnaldus des Galas. Et on n'a aucune idée d'où peut venir ce nom, voilà, puisque l'éventualité de la construction avec un suffixe en anum, on voit pas trop quel pourrait être le nom devant. Donc on reste dans le mystère et dans l'absence d'explication, ce qui permet d'en proposer plusieurs ou autant qu'on veut, mais pour l'instant nous archivistes on ne s'avancera pas là-dessus. Alors à l'occasion de ces conférences. On évoque aussi quand ils existent. Alors on n'en a pas trouvé pour Libaros, mais peut-être que peut-être que les habitants de Galant en ont. Pour les habitants de Libaros, on évoque les sobriquets. Alors les sobriquets, c'est assez caractéristique de la région. C'est des surnoms que les habitants des communes donnent. Alors en général, c'est le surnom qu'on donne à son voisin. Donc c'est souvent un peu moqueur, parfois féroce. C'est pas toujours très gentil. Voilà, c'est une manière de railler
signaler les défauts supposés des voisins. Donc les habitants de Galan, on parle de leur era gourmandaio, c'est les gourmands. Alors on dit que ça fait écho au fait que Galan était une ville où il y avait beaucoup de rentiers, donc de gens qui avaient des moyens financiers et qui mangeaient mieux. Voilà, donc qui était gourmand ou plus que gourmand. Et puis il y a également les macassers, les meurtrisseurs. Alors ça, j'ai pas d'explication, mais c'est un sobriquet qui est attesté. Alors ces sobriquets, ils étaient utilisés, et puis ils ont été relevés au début du XXe siècle par un chercheur, Norbert Rosapelli, qui a relevé dans toutes les communes des Hautes-Pyrénées les surnoms qui étaient les sobriquets qui étaient employés pour les communes. On évoque aussi les blasons. Alors ça, le blason pour nous dans les Hautes-Pyrénées, là ce soir on a la configuration la plus parfaite, puisqu'effectivement les blasons nous posent souci dans les Hautes-Pyrénées, puisque très peu de communes étaient dotées d'un blason historiquement. Il y a dans le département une petite vingtaine de communes qui ont un blason historique ancien, attesté, officiel. C'est le cas de Galan. Donc là, Galan, ces armoiries qui existent depuis très longtemps et qui sont effectivement d'or à 3 fleurs de lys d'azur. Alors la particularité de l'héraldique, de la science des blasons, c'est un langage particulier. C'est-à-dire que pour désigner des fleurs de lys bleues sur un fond jaune, on dit d'or à 3 fleurs de lys d'azur. C'est donc un langage composé comme ça. Alors parfois, là, c'est assez simple, c'est assez compréhensible, mais il y a tout un vocabulaire des couleurs et des formes qui est absolument indispensable à respecter. Et par ailleurs, l'héraldique autorise ou interdit des voisinages de couleurs et de formes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire voisiner certaines couleurs, certaines formes. Donc c'est une science extrêmement complexe. Le blason de Galan, encore une fois, il est ancien, il est attesté, il est connu, il est utilisé, et effectivement, il est, on le dit souvent, c'est un marqueur de rattachement, enfin de l'attachement au royaume de France, puisque ce sont les armes de France en couleur inversée. Donc ça, on est sur quelque chose qui est tout à fait caractéristique. On peut tout à fait, un seigneur peut donner ses armes, mais à condition qu'il y ait une différence, puisque une institution, une personne, on peut pas avoir les mêmes armes pour plusieurs institutions, plusieurs personnes, mais en revanche, on peut ce qu'on appelle les casser, c'est-à-dire avoir quelque chose qui les rend légèrement différentes. Voilà pour Galan. Alors pour Libaros, c'est plus compliqué, parce que pour Libaros, il n'y a pas d'armoirie officielle, ancienne, attestée. Mais en revanche, nous avons eu dans les Hautes-Pyrénées Jean Véder. Alors Jean Véder, on s'est rendu compte il y a quelques mois qu'en fait il travaillait aux archives départementales. Et il a, pendant quelques mois, vous voyez, entre août 57 et décembre 1959, publié des articles sur les armoiries du département. Toutes les semaines, il y avait un article de Jean Véder sur les armoiries d'une commune. Alors, pour les communes pour lesquelles il y avait des armoiries, il a commenté les armoiries. Et pour les communes, les 450 et quelques ou 460 communes pour lesquelles il n'y avait pas d'armoirie, il a inventé. Et il a inventé, alors il n'était pas du tout héraldiste, c'était même un très mauvais héraldiste, donc il a inventé, il a composé des choses un petit peu, alors en s'inspirant parfois d'histoires ou justement des sobriquets, donc il a fabriqué des armoiries qui sont en plus très fausses héraldiquement. Il a utilisé des couleurs qui normalement ne se marient pas entre elles, et pire, il a attribué la même armoirie à plusieurs communes. Donc mon prédécesseur Jean-François Lenaille avait fait un relevé, et il avait relevé et constaté qu'effectivement le même blason avait été donné à plusieurs communes, avec des explications. C'est ça la richesse du travail de Jean Véder, c'est qu'il donnait la même armoirie mais avec des explications différentes. Donc voilà, enfin c'est un travail assez. Alors en soi c'est très intéressant ce qu'a fait Jean Véder, parce que voilà, ça représente quelque chose, mais le problème c'est que c'est très faux. Et comme c'était dans le journal, voilà, tout le monde l'a pris. Et donc beaucoup de communes utilisent aujourd'hui ou revendiquent aujourd'hui des armoiries de Jean Véder qui sont alors plus ou moins fautives. Je dirais que
crois que celle de Libaros passe à peu près, mais on a parfois et puis alors parfois il y a des armoiries qui sont vraiment assez ridicules, enfin utilisant des formes qui ne sont pas traditionnelles en héraldique. Voilà, alors ça c'est le problème. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, elles sont fausses. Ma foi, c'est pas très grave. On peut éventuellement, le conseil municipal peut, s'il le souhaite, délibérer sur des armoiries rectifiées, ajustées. Mais ça nécessite effectivement de trouver un héraldiste qui accepte de les retravailler, de faire des propositions et d'essayer effectivement alors tout en s'assurant par ailleurs que ces armoiries n'existent pas ailleurs. Alors comment les choses sont arrivées dans les Hautes-Pyrénées, comment tout a explosé? À Séméac, il y a une trentaine d'années, parce que la commune de Séméac s'était emparée de ce qu'avait raconté Védère, et Védère avait attribué à la commune de Séméac les armoiries de la famille de Gramont, qui étaient effectivement les seigneurs de Séméac, mais il les avait récupérées telles quelles. Et puis la commune de Séméac, le maire de l'époque, a voulu utiliser les armoiries, donc il les avait mis sur le papier en tête, etc., et sur la communication de la commune, et en particulier sur les poubelles. Et le comte de Gramont, le duc de Gramont, parce que la famille existe encore, quand il a appris que ces armoiries étaient sur les poubelles de Séméac, il a fait un procès à la commune, qu'il a gagné, et effectivement, la commune a dû retirer tous ces éléments de communication, et le maire de Séméac avait été à l'époque un fervent partisan d'une commission départementale d'héraldique pour effectivement rectifier les armoiries des communes. Voilà, alors ce petit clin d'œil sur les armoiries. Donc voilà, sachez que les armoiries de Libaros, qui existent donc depuis Védère, depuis maintenant plus de 60 ans, sont pas du tout historiques et sont pour héraldiquement ne sont pas justes. Alors rapidement, parce que si on commence, c'est le seul article de loi que je citerai. C'est la définition des archives, puisque voilà, parlons bien de la même chose. Nous avons en France une définition légale des archives qui est inscrite dans la loi, qui est dans le premier article du livre 2 du Code du patrimoine consacré aux archives. Donc les archives, vous la voyez à l'écran, sont l'ensemble des documents, y compris les données, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public et privé dans l'exercice de leur activité. Le mot fondamental de la définition, c'est le dernier, c'est le mot activité. Dès qu'on fait quelque chose, on produit des archives. Des archives sous forme papier. Évidemment, aujourd'hui, on produit beaucoup moins d'archives sur parchemin, mais ça, c'est l'évolution des supports. Mais en revanche, on produit énormément d'archives sous forme électronique. Des archives qui ne sont pas toujours toutes à conserver. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, je prends toujours cet exemple, quand vous allez faire votre liste de courses, alors je ne sais pas quel est le jour du marché ici, mais c'est le dimanche, donc voilà, samedi soir, quand vous finirez votre liste de courses, vous aurez fait un document d'archives dont l'usage est très court, l'utilité est de quelques heures, et puis une fois que les courses sont faites, voilà, ma foi, on s'en défait, et heureusement. Voilà, donc le fait qu'un document soit un document d'archives n'implique pas qu'on va le conserver. On fait, nous archivistes, alors moi je suis conservateur du patrimoine, mais je dis souvent que j'ai fait mon travail quand j'ai éliminé ou autorisé l'élimination de plus d'archives que je n'en ai conservé. C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que l'objectif c'est que pour bien conserver, on élimine beaucoup, on élimine ce qui n'est pas nécessaire pour conserver la partie qu'on doit garder. Donc voilà, la définition elle est très large, et nous effectivement pour ce qui est des communes, on se restreint aux archives produites ou reçues par les communes dans le cadre de leur activité. Ce sont des archives publiques sur lesquelles pèse toute une réglementation, toute une législation particulière. Alors, la deuxième point de la législation sur les archives publiques, l'obligation du dépôt aux archives départementales, puisque depuis 1970, une loi prévoit que les communes de moins de 2000 habitants doivent obligatoirement déposer aux archives départementales du département leurs archives anciennes. Alors cette loi, elle a été prise
après le constat pendant une trentaine d'années, une vingtaine d'années, par les archivistes départementaux, que les archives disparaissaient dans les mairies. C'est-à-dire que nous, archivistes départementaux, contrôlons, avec des guillemets, les archives des communes depuis le milieu du 19e siècle. Donc j'ai amené, d'ailleurs, j'ai pensé à prendre les dossiers. On a des dossiers sur chaque commune où on note à chaque fois. Alors ce sont des visites qu'on essaie de faire régulièrement, mais dans un temps qui est celui des archivistes, c'est-à-dire qu'on essaie de passer à peu près tous les 20 ans. Et c'est pas un contrôle, c'est pas féroce, hein, donc voilà, 20-25 ans. Mais ça, à chaque fois, effectivement, on regarde si les documents qu'on avait vus la fois d'avant sont encore là. On répond éventuellement aux questions des maires et des secrétaires de mairie pour assurer la conservation des documents. Donc ce travail, on le fait, nous archivistes, depuis presque 2 siècles. Et nos prédécesseurs ont constaté dans les années 50-60 que des documents qui avaient été vus lors de la précédente visite, mais ne se retrouvaient plus, avaient disparu, ou avaient été jetés, ou prêtés, et donc tout ça a amené effectivement à cette loi prévoyant le dépôt obligatoire aux archives départementales pour que les archives départementales assurent la conservation pour le compte des communes. C'est bien un dépôt, c'est-à-dire que la commune reste propriétaire de ces documents, elle les confie aux archives départementales, à la collectivité départementale, au conseil départemental, pour en assurer la conservation. Donc c'est ce qu'on a fait pour Galan et Libaros, puisqu'effectivement, à l'occasion de visites, donc vous voyez 1991, 94, 2016 pour Libaros, et 91, 2007 et 2020 pour Galan, on est venu en mairie, on a fait le tour des archives. Alors c'est toujours l'occasion de retrouver des choses, dans des armoires, parfois dans des soupentes, n'est-ce pas? Je pense à une commune où les archives étaient tout avait été très bien rangé jusqu'à ce qu'on ouvre une porte et qu'on retrouve, n'est-ce pas Joël, qu'on retrouve tout un stock d'archives qui était complètement oublié. Voilà, donc à l'occasion de ces visites, on fait le point, on fait aussi beaucoup d'éliminations et on prend en charge aux archives départementales les documents, et aux archives départementales, nous les classons, éventuellement nous les restaurons, nous les conditionnons, ça c'est notre vocabulaire particulier, notre jargon, c'est-à-dire qu'on les met dans des liasses et des boîtes propres à les conserver dans le temps, et on en numérise une partie, on met en ligne, et puis on assure la communication aux chercheurs qui le souhaitent. Pour les communes de plus de 2000 habitants, cette obligation ne pèse pas, elles doivent assurer la conservation de leurs archives, donc elles peuvent le faire soit en les conservant dans la mairie, soit en les confiant aux archives départementales. Et dans les Hautes-Pyrénées aujourd'hui, toutes les communes de plus de 2000 habitants ont déposé leurs archives, sauf Tarbes, Lourdes et Bagnères, mais toutes les autres communes ont fait ce dépôt des archives, donc que ce soit Lannemezan, toutes les communes autour de Tarbes, Vic, Maubourguet, Argelès, ce qui permet effectivement la conservation de ces archives aux archives départementales. Donc les archives départementales, et le président du conseil départemental le dit souvent, les archives départementales, c'est la maison de la mémoire du département, mais du département, pas de l'institution départementale, du territoire. Alors ça, c'est donc les archives qui proviennent des communes, et on en a apporté quelques exemples en exposition ce soir, mais on trouve également aux archives départementales beaucoup de documents sur la commune, archives qui viennent d'autres institutions, en commencer par la préfecture par exemple, mais également les services fiscaux, enfin toute une série d'institutions ou d'organismes qui effectivement vont conserver des archives sur la commune. Donc effectivement, il faut, quand on fait l'histoire d'une commune aussi, aller regarder dans ces documents. Alors en particulier la série O. La série O, c'est la série où sont conservés tous les dossiers d'investissement réalisés par les communes, en gros de 1800 jusque vers 1940, à l'époque où les communes n'avaient pas la personnalité morale, et quand une commune souhaitait investir, recruter un agent, acheter ou vendre un terrain, construire un bâtiment, une route, faire des travaux, elle devait demander l'autorisation au préfet. C'était le préfet qui, à la fin, prenait la décision. Et donc les dossiers remontaient à Tarbes. Donc voilà, on fait des travaux à l'église, on fait remonter à Tarbes, à la préfecture, le dossier avec les plans, les devis, etc. Et la préfecture conservait ces dossiers et nous les a versés aux archives départementales. Et c'est comme ça qu'on conserve des dossiers extrêmement riches sur les constructions publiques tout au
au long du 19e et du 20e siècle. C'est une série fondamentale pour l'histoire des communes. Vous voyez, et puis ensuite toute une série d'autres types de documents. Un petit point, j'insiste sur la série FI, les archives iconographiques. Nous faisons l'acquisition régulièrement aux archives départementales de documents iconographiques sur le départ, de photos, donc des choses qui nous sont données par des particuliers, vendues par des marchands ou qu'on achète éventuellement en vente aux enchères et qui viennent enrichir la connaissance du département. Alors comme je dis souvent, comme on s'occupe de tout le département, on ne fait rien à fond, on fait rien très bien. Nos collections de cartes postales, par exemple, s'il y a dans la salle un collectionneur des cartes postales sur Galant, vous en avez forcément 10 fois plus que nous n'en avons aux archives départementales, parce qu'effectivement, nous on essaie d'en avoir sur toutes les communes et on n'a jamais tout ce qui peut exister sur une seule commune. Mais en revanche, effectivement, on est intéressé. Si vous avez des doubles ou si vous trouvez vraiment que notre collection est misérable, n'hésitez pas à nous aider à la compléter. Ça nous est arrivé il y a quelques années pour Saint-Pé de Bigorre où un collectionneur local nous a dit c'est pas possible, vous pouvez pas en avoir si peu. Donc il nous a donné ses doubles. Ce qui a de fait, je crois, doubler ou tripler notre collection de cartes postales sur Saint-Pé. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans les archives? Tout d'abord, effectivement, beaucoup de renseignements sur la vie administrative. Et je dis souvent que le document fondamental pour une commune, c'est le registre de délibération. Parce que c'est là qu'on a toute la vie communale. Tout ce qui se passe, toutes les décisions qui sont prises. Encore une fois, on vend, on achète, on construit, on distribue des secours. Enfin, toutes les activités possibles passent par les délibérations du conseil communal. Et s'il y a à sauver en cas de sinistre, c'est le registre de délibération qui effectivement va informer sur toute la vie de la commune. Et puis effectivement, on a également dans les archives, donc à la fois de la commune mais et de la préfecture, tout ce qui est relatif aux élections. Moi, je suis très attaché à ces archives. Je trouve que même si effectivement les résultats des élections sont largement publiés dans la presse, garder les procès-verbaux originaux, garder tout ce qui est le témoignage du déroulement de l'opération électorale, ça fait partie de la mémoire démocratique et républicaine. Et c'est intéressant parce qu'il y a une histoire des élections. Si je vous demande par exemple depuis quand est-ce que vous signez la liste d'émargement, qu'est-ce que vous me répondez? La liste d'émargement le jour des élections. Eh bien, en fait, l'électeur la signe depuis, je crois, les élections, je crois que c'est les législatives de 78. Auparavant, les listes d'émargement étaient signées par les assesseurs. Voilà. Alors, je sais que j'aime bien poser cette question parce que, en général, les gens me disent « Ah, mais j'ai toujours signé », y compris des gens qui votaient bien avant. Et non. Jusqu'en 1978, c'était les assesseurs qui mettaient une signature. Bon, évidemment, ça permettait parfois on signait pour des gens qui n'étaient pas venus. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça que depuis 1978, c'est l'électeur lui-même qui signe ou son représentant légal s'il a une impossibilité à signer. Mais c'est effectivement l'électeur qui signe. Et ça, on le voit très bien sur les documents, puisque avant 1978, on a des documents où c'est toujours la même signature. Voilà. Donc ça, c'est des petits documents comme ça peuvent témoigner d'évolution de la pratique administrative ou de l'histoire. Alors, exemple d'une délibération ici du conseil municipal de Galant, 10 décembre 1859, au sujet de la création d'un marché à Pouillastruc. Alors, vous voyez, là, ça crée des soucis parce que le risque, c'est que les communes situées dans un rayon de 20 km du lieu de la demande doivent être appelées à donner leur avis. Et Galant s'oppose à l'établissement de ce marché qui serait nuisible au marché de Galant. Alors ça fait partie des sujets. Et dans les registres de délibération, on a les décisions, mais on a aussi toute l'expression de l'accord ou du désaccord avec les décisions qui sont susceptibles de se prendre. Voilà, j'imaginais l'heureux moment où on pouvait se bagarrer pour savoir si on allait créer un marché au Pouillastruc pour sauver celui de Galant. Aujourd'hui, on est dans beaucoup de communes à sauver ce qui peut exister de ces marchés locaux. Mais la société a évolué. C'est bien, mais parler du présent, c'est mieux quand même. Eh oui, moi je suis là pour parler du passé. Oui, mais voyez, après le présent,
il vaut mieux penser à l'eau. Oui, mais là, on est là pour ça, Madame la Culturelle. On va laisser parler. Alors, qu'est-ce qu'on trouve également dans les archives? Des informations sur la population. Bien entendu, sur les gens qui habitent ce territoire. Alors, tout d'abord, évidemment, dans les registres paroissiaux et les registres d'état civil, qui effectivement apportent des informations sur les familles, sur la vie, je dirais, des individus, sachant que l'état civil, sous la forme de registre paroissial, n'a pas été créé, comme on peut l'imaginer, pour faire la généalogie. C'est avant tout un document qui a une valeur juridique. Avoir une date de naissance, c'est ce qui permet d'avoir des âges légaux pour se marier, pour être citoyen, voilà. Donc, et on sait la difficulté des pays qui n'ont pas un état civil sûr, parce qu'effectivement, on n'est pas très sûr de l'âge des personnes, et c'est une assurance pour nous d'avoir effectivement un acte de naissance, un acte d'état civil. Le mariage, c'est pour éviter la bigamie, tout simplement. Donc effectivement, on contrôle qu'une personne n'est pas déjà mariée. Et le décès, l'enregistrement du décès, on se rend compte de son importance quand il y a des personnes qui disparaissent, ou par exemple des personnes qui meurent en mer, puisqu'effectivement, il n'y a pas d'acte de décès qui est dressé, et tant qu'il n'y a pas d'acte de décès, il n'y a pas de succession. Donc il y a tous les effets, ce qu'on appelle les effets civils du décès, qui ne peuvent pas s'enclencher. Donc c'est effectivement un acte très juridique, l'acte d'état civil. Et évidemment, au-delà de ça, pour les historiens, c'est une source d'information sans fin. On peut faire des études, on peut faire sa généalogie, on peut faire des études sur la population, sur l'âge au mariage, sur la mortalité infantile, sur l'âge au mariage comparé des hommes et des femmes. Enfin, c'est sur dans mes travaux de thèse il y a très longtemps, j'avais travaillé sur la prénomination des enfants. Quel prénom donner aux enfants? C'est extrêmement intéressant parce que je travaille sur l'Ancien Régime. Je n'ai pas découvert des choses exceptionnelles. 75% des enfants, des garçons s'appelaient Jean et des filles s'appelaient Marie. Voilà, mais pouvoir le prouver avec des documents. Alors moi, j'ai travaillé sur des populations qui étaient protestantes. Alors là, en revanche, c'était intéressant parce qu'on imaginait que les protestants avaient tous des prénoms de l'Ancien Testament, et en fait non. Les protestants du Béarn, ils s'appelaient essentiellement Jean et Marie. Alors en revanche, il y en avait qui s'appelaient Élisabeth, Joachim, Tabitha, des prénoms qui sortaient de la Bible, ce qui n'existait pas chez les catholiques. Mais ça, c'est faisable à partir des registres paroissiaux. Autre document qui concerne la population, c'est le recensement de population, mais on va en reparler tout à l'heure. Dans les archives, on trouve aussi de la cartographie, des plans, des représentations. Donc effectivement, plan comme le plan cadastral. Alors le plan cadastral, la raison pour laquelle effectivement, après sa restauration, nous le ramenons en commune et nous tenons nos archives départementales qui soient conservées en commune, c'est que c'est le premier plan de la commune pour à peu près toutes les communes du département. Nous n'avons que très très peu de plans antérieurs à la Révolution aux archives départementales des Hautes-Pyrénées, mais même en regardant autour, on a quelques plans routiers d'intendance du XVIIIe siècle qui sont conservés à Auch, où siégeait l'intendance. On a quelques plans également à Paris, dans les Yvelines aussi, dans les archives des ducs d'Antin, mais c'est vraiment, ce sont des unités. Alors que là, le cadastre napoléonien, qui est établi entre 1808 et 1836 dans les Hautes-Pyrénées, il donne une cartographie complète, parcellaire, du département et de toutes les communes. Donc là, on a vraiment, et c'est la base encore aujourd'hui de la constitution des cartes. On sait très bien que quand on a un problème de contestation sur une propriété, sur des servitudes de passage, etc., il y aura toujours un moment, même si le cadastre n'est pas probant, on va se référer au cadastre parce qu'il donne un état de la situation à un moment donné. Donc c'est vraiment un document essentiel. Et puis on trouve, bien entendu, dans les archives, différentes cartes, plans. On a porté, vous avez pu voir certains d'entre vous, les magnifiques calques de travaux sur l'église de Galan. Donc ça, ce sont des documents qui apportent énormément d'informations sur l'évolution du bâti. Des informations également sur les activités des hommes. Alors ça, en particulier, c'est des informations qu'on a dans les listes de recensement. Entre 1831 et 1915,
1946, enfin même jusqu'en 1975 en fait, mais jusqu'en 1946, les recensements de population se tenaient tous les 5 ans, les années en 1 et 6, sauf 1871, puisque là il y avait la guerre, donc on l'a fait en 72, et 1916 où on n'a pas fait de recensement à cause de la Première Guerre, et 1941 bien entendu. Donc là on avait ce pas de réalisation des recensements de population avec l'établissement d'une liste des habitants. Donc effectivement maison par maison, et donc on voit les habitants, c'est une espèce de cartographie de la population régulièrement, et donc on voit évoluer les familles, les enfants qui naissent, les personnes qui disparaissent, qui s'en vont, la composition d'une maison où effectivement on peut habiter à plusieurs générations, où jusqu'au début du XXe siècle n'importe quel exploitant agricole, n'importe quel propriétaire, même peu fortuné, a des domestiques, parce qu'on ne peut pas exploiter la propriété seule. Donc on a des domestiques qui sont, alors parfois des enfants qui sont placés par assistance publique, parfois voilà, toutes les situations possibles. Et ça on le voit dans la composition des familles, dans les listes de recensement. Ce sont vraiment des documents qui sont extrêmement intéressants et qui indiquent. Alors, c'est variable selon les époques. En général, on a le statut, chef de famille, la femme, l'enfant, les professions. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que, je disais tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, on essaie de sauver les marchés, mais il faut voir que, à l'époque où en 1859, on essayait d'éviter le marché de Pouillastruc qui menaçait le marché de Galan, on avait à Galan une diversité de professions qu'on n'a plus aujourd'hui. On est jusqu'au milieu du XXe siècle dans des villages ou des petites villes où finalement on se déplace, on sort très peu. Donc on trouve tout sur place. Donc on a forcément sur place à peu près tous les commerces dont on a besoin, tous les artisans dont on a besoin. Donc effectivement, on a un maçon, un charpentier, un sabotier, un cordonnier, voilà, donc toutes les professions qui permettent de faire fonctionner la vie ordinaire, bien entendu, des cafés, des commerces, etc. Et donc ça on en a la trace dans ces listes de recensement. Et aujourd'hui, quand je vais dans les communes, je demande souvent aux maires combien d'habitants de la commune travaillent dans la commune. Voilà. Et là, c'est terrible parce que souvent on dit ah oui, il y a monsieur machin où il a toujours son exploitation agricole, à la secrétaire de mairie parfois, alors ça fait 2. Et puis voilà, donc on a parfois un artisan qui est installé, voilà. Et finalement, dans la plupart des communes, très peu de personnes travaillent dans la commune où ils résident. Ici, je suppose que les gens travaillent à Lannemezan, à Tarbes, parfois à Toulouse, à Try, enfin voilà, Castelnau, voilà. On a cette activité. Encore qu'à Galan, je pense que comme vous avez l'accueil du frère Jean, vous avez un point qui fixe une partie de la population à travailler sur place. Et puis on est également, nous toujours très intéressés par ce qu'on peut trouver dans les archives privées, donc au-delà des archives produites par les administrations, par la commune ou par les administrations publiques, les archives produites alors les archives privées, ce sont à la fois les archives des familles, les archives des entreprises, des commerces, des associations, des syndicats, de toutes les structures privées qui peuvent conserver des documents. Alors singulièrement pour Galan, j'ai oublié de vérifier le répertoire avant de venir, on a des archives d'un commerce, le commerce Borde. Ça parle peut-être à certains d'entre vous, dont on a récupéré quelques registres de comptes. Et ces archives, elles sont extrêmement intéressantes parce qu'elles témoignent de la manière dont on fonctionnait justement et comment on vivait, comment les habitants se fournissaient auprès de ces commerces. Avec effectivement, en général, les personnes avaient un compte. Alors moi, mon arrière-grand-mère utilisait cette expression que j'ai mis des années à comprendre. On payait à tempérament. Je trouve ça très joli comme expression. Effectivement, on payait toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, quand on avait une rentrée d'argent. Et sinon, on avait un compte à l'épicerie. Et effectivement, l'épicier rajoutait à chaque fois qu'effectivement on achetait. Alors ce qu'on allait acheter à l'épicerie, c'est ce qu'on ne produisait pas soi-même ou qu'on n'achetait pas à ses voisins. Donc c'est souvent des produits manufacturés, des allumettes, des bougies, du tabac, enfin toutes des choses qui viennent de l'extérieur. Et quand on a les registres de ces épiceries, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit effectivement, et puis on voit aussi qui achète quoi.
Il y a des gens qui ont plus de moyens pour acheter des choses que d'autres qui effectivement n'achètent que le strict nécessaire. Donc ces archives privées, c'est un complément indispensable aux archives administratives, aux archives publiques, et nous ne cessons de lancer des appels. Donc si vous avez connaissance d'archives privées, n'hésitez pas à nous en parler parce qu'on peut vous aider déjà vous à bien les conserver et éventuellement vous proposer de les prendre en charge si vous sentez qu'un péril les menace, parce que votre intérêt pour les archives n'est pas forcément transmissible. Et nous, on a bien souvent des mauvaises histoires de familles où on sait qu'il y avait des archives et puis tout a disparu. Je peux prendre un exemple. Famille de commerçants tarbais très célèbres, dont un des derniers à avoir tenu le magasin était également un photographe. Et c'est quelqu'un qui il était photographe aussi parce que son beau-frère est un photographe très célèbre. Et donc il a été influencé par son beau-frère. Et donc il faisait des photographies en permanence et en particulier quand il se promenait en montagne. Et toute sa vie, de l'âge de 15-20 ans jusqu'à l'âge de 80 ans, il faisait à chaque randonnée en montagne des photos. Au bilan, il avait 60 ans d'une représentation de la montagne pyrénéenne, parce que il allait parfois au même endroit. C'est extrêmement intéressant parce que il le disait lui-même. Il disait, je me suis amusé à comparer. Ah oui, on voit les glaciers qui disparaissent, on voit les arbres, on voit ce qui se construit, etc. Donc j'avais rencontré ce monsieur. Il était en train de finir de classer ses archives, ses photos. Il en avait numérisé une grande partie. Il avait construit tout un réseau sur son ordinateur pour conserver ses photos numérisé, donc il avait les négatifs film et la numérisation. Il est décédé, je n'ai pas réagi tout de suite pour contacter sa famille et sa fille a tout jeté. Tout jeté. Donc il n'y a plus rien. Voilà, comme ça c'est réglé. On ne se pose pas la question de savoir si on va en récupérer un bout. Tout est parti. Elle a jeté toutes les photos et elle a vidé l'ordinateur. Comme ça, voilà. Comme ça c'est réglé, c'est fait. Et alors moi, j'avoue que c'est zut. Voilà. Donc voilà, c'est toujours bon. Après, c'est pas grave. On n'aura jamais les moyens aux archives de tout conserver. Donc il faut qu'il y ait des choses qui se perdent. Mais parfois, il y a des choses qu'on regrette un peu plus que d'autres d'avoir laissé passer. Voilà. Donc ça, c'est un appel. Si vous avez des archives privées autour de vous, n'hésitez pas à nous contacter. On est là à la fois, encore une fois, pour vous assister ou éventuellement, si vous le souhaitez, pour les prendre en charge. Alors, la conservation des archives, ce qu'on appelle nous la conservation préventive, puisque pour nous il y a deux conservations. Il y a la conservation préventive, c'est un peu comme la santé, préventif, curatif. La conservation préventive, c'est tout ce qu'on va mettre en place pour protéger les documents préventivement, et ensuite la restauration, c'est la conservation curative, c'est effectivement soigner les documents qui sont abîmés. Alors nos missions aux archives départementales, on les résume en 5 verbes. Alors c'est les 4 C+, collecter, classer, conserver, communiquer et mettre en valeur les archives. Donc vous voyez la mission de conservation, elle est centrale, elle est au milieu des 5, et c'est ce qui effectivement nous permet d'assurer la pérennité et la transmission dans le temps des documents. Alors, on a quelques ennemis, il y a quelques facteurs de dégradation, ils sont nombreux, qui menacent les documents d'archives. Bon, il y a tout d'abord ce qu'on appelle nous les agents physico-chimiques, c'est-à-dire tout ce qui effectivement nous entoure. Donc c'est la poussière, alors la lumière, la poussière, les agents chimiques divers et variés. Donc effectivement, le résultat, vous voyez sur les reliures qui sont à gauche, c'est des reliures qui ont été exposées à la lumière, au soleil, qui ont séché. Le cuir, ça n'est rien d'autre que de la peau. Donc ça réagit exactement comme la peau. Vous voyez bien, quand vous avez les mains mouillées, ça devient un peu mou. Et quand il fait effectivement très sec, ça se craquelle, ni plus ni moins comme notre peau. La deuxième image, on voit bien et le différentiel de couleur, le cuir a pâli à la lumière. Et le plus impressionnant peut-être, c'est à droite, ces pages en dentelle. Ça, c'est la dégradation naturelle des encres. Les encres
qui sont des encres traditionnelles, qui sont faites avec de la noix de Galles et des métaux. Lorsqu'elles vieillissent, elles produisent de l'acide sulfurique qui dévore le papier. Et donc on peut avoir des livres éventuellement dont la couverture est en très bon état, et quand on les ouvre, mais en fait on a de la dentelle de papier, l'encre ayant mangé le papier. Donc là ça nous oblige effectivement à intervenir pour consolider, pour restaurer ce qui n'a pas encore disparu. Deuxième type de danger, les agents biologiques. Alors là, c'est toutes les petites bébêtes. Alors évidemment, quand on pense aux archives, on pense souvent aux souris. Alors oui, il y a des souris parfois dans les archives. Nous, on trouve parfois dans certains endroits des petits confettis de papier. Donc ça, en général, c'est des souris. Alors les souris, en général, le papier, elles le mangent, mais surtout elles font leur nid, parce que se font des petits. Et on a l'exemple d'un document d'un terrier, c'est-à-dire l'ancêtre de matrice cadastrale d'une commune du nord du département, où en fait il y avait un trou dans le registre. La souris avait creusé son nid dedans. Donc, alors aujourd'hui, on l'a restauré, on l'a comblé, mais on voit très bien parce que quand on le feuillette en ligne sur le site internet, il y a un trou rond dans les pages de l'ouvrage. Voilà, alors ça c'est les souris. Et notre ennemi préféré dans les Hautes-Pyrénées, c'est la petite bestiole que vous voyez à droite, alors que vous connaissez peut-être, qu'on appelle le poisson d'argent, et qui, de son nom savant, s'appelle le lépisme. C'est une petite bestiole, c'est tout petit, c'est une petite bestiole qui aime bien en général l'humidité et l'obscurité. Donc on le trouve souvent dans les granges ou dans des placards humides, dans les souillards, dans les arrière maisons, ou dans des placards qu'on ouvre rarement et qui sont humides. Et alors la particularité du poisson d'argent, c'est qu'il mange le papier par couche, et qui commence par la couche supérieure, c'est-à-dire qu'en fait, il efface ce qui est écrit. Alors on le voit très bien sur certains atlas cadastraux, on a l'impression qu'on a gratté consciencieusement. En fait, ça, c'est le passage du poisson d'argent. Et ça, alors je dis c'est notre ennemi numéro 1, parce que dans les Hautes-Pyrénées, on en trouve partout. Enfin, très fréquemment dans les archives, que ce soit dans les administrations, dans les communes, chez les particuliers, parce que souvent les archives sont laissées de côté dans des endroits humides et obscurs, et on est très souvent confronté au poisson d'argent et à ces dégradations. Les sinistres, bon ça c'est le pas de bol, donc effectivement essentiellement incendie, inondation. Le pire étant l'incendie, parce qu'en général le feu est suivi de l'eau, c'est-à-dire qu'on a l'incendie plus l'inondation sur les documents. Donc ça c'est, mais bon, je suis pas en train de dire qu'il faut laisser brûler, hein, mais c'est la particularité, c'est que nous nous battons, nous archivistes régulièrement, on finit toujours par avoir raison quand on en discute avec eux, avec les services de sécurité, pour ne pas utiliser d'eau dans les services d'archives. Quand il y a un incendie, nous on éteint avec de la poudre, même si c'est un incendie de papier que normalement il faudrait l'éteindre avec de l'eau. L'eau fait plus de dégâts que la poudre sur les documents que nous conservons. Donc ça nous vaut en général des échanges à chaque fois qu'il y a un changement de responsable. On a de longues explications très filandreuses et on revient, voilà. Puis il y a des référentiels nationaux et on réussit à s'en sortir. Mais là, je vois, c'est une question qui va pas tarder à se faire jour dans le cadre de la construction du nouveau bâtiment des archives départementales. Donc je sens que je vais devoir reprendre mon bâton de pèlerin pour expliquer qu'il nous faut certes quelques extincteurs à eau, mais essentiellement des extincteurs à poudre. Donc ça, effectivement, bon, on ne peut pas toujours éviter. Parfois, quand on choisit certaines conditions, on crée le risque. Hein. Donc, il y a des endroits où il vaut mieux éviter de mettre des archives. Et je me souviens de cette discussion avec un directeur des services techniques dans une commune du premier département où j'ai travaillé, qui avait réaménager complètement la mairie et stocker les archives dans la pièce qui était voisine de la chaufferie et où il y avait le tuyau de, je sais pas comment on dit, de dégazage, enfin d'évacuation, enfin voilà, de la chaufferie, enfin le trop plein. Il me disait oui, mais il y a jamais d'eau qui sort. Je dis oui, c'est bien connu, les tuyaux ne sont pas faits pour et les fuites ne viennent jamais des tuyaux. Hein, ça c'est voilà. Il m'avait dit oh, le prenez pas comme ça. Je lui dis mais non, mais on peut pas mettre les archives dans cette pièce-là. Il y avait non seulement tous les tuyaux au plafond et son bec là au milieu de la pièce. Donc ils ont accepté de changer, de mettre du matériel dans cette pièce et les archives dans une autre pièce. En général, les fuites viennent des tuyaux.
Je vous en informe si vous en doutiez. Dernier facteur de dégradation, l'homme. Alors c'est ce que j'appelle parfois l'enfer pavé de bonnes intentions. Alors la première photo, c'est pas de bonnes intentions. Hein. Quand on range des documents comme ça, il faut pas s'étonner effectivement qu'ils s'abîment. Hein, quand on les empile, on les entasse. Donc là, effectivement, c'est de très mauvaise gestion. Mais parfois, en voulant bien faire, on fait très mal. Et en particulier avec le scotch, c'est notre grand ennemi après le lépisme, parce que le scotch fait beaucoup de mal en fait aux documents. Quand on a un document déchiré ou abîmé, spontanément, on dit on va mettre du scotch, ça va le consolider. Alors certes, sur l'instant, ça consolide, mais en fait le scotch c'est un ruban de plastique avec une colle extrêmement acide dessus. Vous mettez le scotch, la colle s'infiltre dans le papier qu'en général elle abîme et elle fait jaunir, et puis 20 ou 30 ans après tout ça s'en va, vous avez votre ruban de plastique qui est parti et la colle qui est dans le document, qui plus est, qui du coup devient pégueux et donc c'est vraiment alors je dis souvent on devrait bannir le scotch des fournitures dans les administrations. Il n'y a aucune raison d'utiliser du scotch dans les administrations. Et si vous avez des archives familiales ou personnelles, de grâce, jamais de scotch. C'est le petit bien que vous faites sur l'instant fait un grand mal dans le temps. Voilà, alors comment on lutte contre tout ça? Comment on évite tout ça? En stockant les archives dans de bonnes conditions, donc dans des magasins, ce que nous appelons nous des magasins d'archives dédiés, avec des conditions de conservation stables, en conditionnant les documents, ce que je vous disais tout à l'heure, on emballe les documents à la fois dans des liasses et dans des boîtes qui en assurent la conservation parce qu'elles les protègent de la lumière, de la poussière, éventuellement de l'eau, et qu'effectivement on assure comme ça la transmission dans le temps. Alors, ce que je dis souvent, c'est que la photo que vous voyez en bas à gauche, ça c'est le bonheur de l'archiviste. C'est ce qu'on rêve de vous montrer quand on fait une visite des archives, mais je sens bien que quand je fais une visite des archives, c'est pas ça que les gens veulent voir, parce que des alignements de boîtes grises, finalement, bon, ça, on préfère voir des tas un peu incertains de choses anciennes, des parchemins roulés, là, voilà. C'est vrai que c'est plus exaltant, mais nous, on préfère quand même vous montrer quand c'est rangé, quand effectivement les parchemins, on les a mis dans des boîtes, ce qu'on appelle, alors c'est assez amusant, on appelle ça des boîtes cercueils, hein. C'est des boîtes, parce que des boîtes avec un couvercle qu'on pose dessus. Voilà. Alors, les cadastres. Alors, je vous ai parlé de conservation préventive, conservation curative, donc quand les documents sont abîmés, et comme l'a dit tout à l'heure Joël Abadi, les attestes cadastraux en commune, ils ont été extrêmement manipulés, donc entre leur création au début du 19e et les années et aujourd'hui, les années 2000, voilà, ils ont été extrêmement tournés, donc parfois le carton, la carte s'est abîmée, souvent les attestes sont complètement déreliés. Donc c'était le cas d'ailleurs à Libaros, il n'y avait plus du tout de reliure. Donc voilà, ça c'était avant et après. Donc on a, comme vous le voyez sur la table, une reliure qui est reconstituée, des planches qui sont restaurées, nettoyées. Alors malheureusement, quand il y a des trous, des lacunes ou quand les poissons d'argent sont passés, nous on ne reconstitue pas. Hein, donc les lacunes demeurent. Alors vous avez la même chose pour Galan, c'est encore plus flagrant quand on voit l'image à gauche, effectivement, de ce plan très abîmé. Et vous voyez ce que ça donne une fois restauré, mais enfin on le voit mieux sur le vrai. Hein, donc on a une page qui est consolidée. Et là, l'investissement, c'est du fonctionnement. Pour moi, j'ai pas de doute, c'est de l'investissement parce que la restauration qu'on a réalisée aujourd'hui, on est parti pour quelques siècles, je pense. Ces atlas cadastraux, certains avaient été restaurés au début du XXe siècle, à une époque où ils étaient très utilisés. Donc vous voyez, c'est créé dans les années 1820, restauré dans les années 1900, restauré dans les années 2000. Je pense qu'on aura plus mal aux dents quand la prochaine restauration aura lieu, si tant est qu'un jour ce soit restauré, parce que ce sont des documents qui aujourd'hui sont quand même moins utilisés et en plus devraient moins se détériorer. Quelques mots sur les archives en ligne, puisque nous avons lancé aux archives départementales depuis 2009,
2009-2010 toute une série de programmes de numérisation de documents. Alors, pour nous, la numérisation, c'est certes une manière de communiquer à distance, puisque on numérise, on met en ligne, et les archives sont accessibles sur l'internet, sur toute la planète, à toute heure. Je me plais à rêver qu'effectivement, 24 heures sur 24, il y a des gens qui sont sur le site des archives départementales, dans les Hautes-Pyrénées, en Amérique du Sud et peut-être au Japon, à consulter des documents. Alors je dis l'Amérique du Sud pas au hasard, parce que vous savez bien qu'on est un très important département d'émigration vers l'Amérique du Sud. Nous, aux archives, on le sait, puisqu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait une demande de renseignements ou d'informations qui viennent d'Amérique du Sud, certes, d'Uruguay, beaucoup d'Uruguay, du Paraguay, mais également des États-Unis. N'oublions jamais la forte émigration béarnaise et bigourdane qui est partie en Louisiane et en Californie, et dont on voit parfois apparaître des noms qui sortent, parfois dans des reportages à la télé ou des choses comme ça. On se dit ça c'est des gens qui doivent venir de pas très loin de chez nous. Donc ces gens-là, effectivement, peuvent aujourd'hui plus facilement consulter les documents en ligne, mais fondamentalement, la numérisation, pour nous, c'est une mesure de conservation. C'est éviter de manipuler les documents originaux, les garder à l'abri, et donc, effectivement, c'est pour ça qu'on a démultiplié les programmes de numérisation. Donc on a sur notre site internet, alors comme je disais, Colline à chaque fois réduit la police de caractères pour que ça tienne sur une page. Je pense que voilà, on va bientôt passer sur 2 pages, parce que ça vous donne un peu tous les types de documents qu'on a pu numériser aux archives. Donc on a commencé par les registres de délibération des communes, puisque les communes nous avaient confié en dépôt obligatoire le registre de délibération, et donc on a commencé par numériser ces documents. On est en train aujourd'hui d'achever la numérisation de l'état civil, puisqu'on a aujourd'hui numérisé la totalité des registres paroissiaux qui sont conservés et l'état civil jusqu'en 1925, donc il est mis en ligne jusqu'en 1922, donc on est en train de terminer le programme, la mise en ligne complète devrait être faite au plus tard à la rentrée de septembre. Voilà, et puis on a numérisé ensuite toute une série de documents, donc à la fois en prenant des documents dont on sait qu'ils sont très demandés par les chercheurs, amateurs ou professionnels, et puis aussi des ensembles de documents sur lesquels nous voulons attirer l'attention des chercheurs. Voilà, on s'est dit qu'il y avait des documents dont on est persuadé de l'intérêt, et je me rends compte que, parce que je suis le forum des généalogistes des Hautes-Pyrénées, donc je vois au moins ce public, je me rends compte que parfois ils vont consulter des documents, voilà. Ils ont la curiosité d'aller voir ailleurs, parfois, pour trouver des informations qui vont les intéresser, en dehors de l'état civil et des minutes de notaire. Voilà pour les archives. Donc, si on peut rapidement aller jeter un œil sur le site internet, espérons que ça marche. Non, ça marche pas. Ça marche. Ah ben voilà. Vous voyez, les actualités, on est en plein dedans. Voilà, donc pour la recherche, donc effectivement, on a construit la recherche sur le site par commune, donc on peut le faire par la carte ou par le nom de commune. Donc, hop, on va essayer d'aller. Allez, on va à Libaros. Voilà. Donc on a sur notre site internet une notice par commune qui récapitule un petit peu ce que je vous ai dit ce soir. Vous voyez des informations sur la commune, sur l'étymologie, le répertoire des archives déposées. Donc à chaque fois qu'on classe les archives déposées par les communes, qu'on fait répertoire, on le met en ligne et on le tient des dépôts. Donc vous avez là toute la liste des documents de Libaros qui sont conservés aux archives départementales. Et puis les ressources numériques, donc les documents qui sont en ligne. Voilà, donc hop, descendez parce qu'on a normalement en bas le. Non, c'est bon. Donc il y a à la fois effectivement état civil, registres paroissiaux, registre de délibération. On doit avoir, je pense, quelques cartes postales.
Et ça s'affiche pas comme... Alors c'est la nouvelle version du site. Donc c'est pour vous montrer que c'est pas parce qu'on le fait nous qu'on est meilleur que les internautes. On patine encore sur l'utilisation de notre propre site. Mais comme on va faire une formation pour les lecteurs, on va devenir aussi plus efficace, on l'espère. Voilà, et on peut également, les internautes peuvent indexer on peut se créer un profil et indexer les actes, en particulier les actes d'état civil et paroissiaux. Donc au fur et à mesure de ces recherches, si vous trouvez des actes qui vous intéressent, ou si vous avez le temps d'indexer tous les actes de votre commune, ça permet effectivement d'indexer et ensuite de rechercher par un nom. Donc si on fait la recherche, donc rechercher par un nom par exemple, c'est rechercher en haut, hop, rechercher un nom. Hop, voilà. Et donc là, si on recherche dans l'état civil, donc allez tout en bas, parce que normalement le formulaire est en bas. C'est ça Eh bien, je vois pas le formulaire. C'est pour ça, je pense qu'il y a une partie, c'est tronqué un peu la partie. Il y a pas, vous n'avez pas moyen de... Ah oui, alors là, ça marche pas. Bon. Moi, je l'ai pas sur l'écran, donc... Alors normalement, il y a un formulaire, croyez-moi, sur parole, qui permet d'interroger, donc effectivement, et de rechercher dans les plus de 500, presque 600 000 indexations qui ont déjà été réalisées par les internautes, de rechercher un nom. Et donc, alors évidemment, c'est totalement incomplet puisque c'est fait au hasard de ce que les gens vont avoir déjà indexé, mais ça peut permettre déjà de trouver des informations, de retrouver des... Alors, ça fonctionne assez bien pour les noms de famille. Moi, je me suis rendu compte que c'était très intéressant pour les professions. Quand on recherche par profession, parce qu'effectivement, on voit apparaître effectivement tous les arpenteurs du département, les prêtres, les fondeurs de cloches, enfin les peintres. Je me suis amusé à faire des petites recherches comme ça. Quand les indexations sont bien faites, on a plein d'informations sur ces métiers. Voilà. Pas très probant la présentation du site internet, on fera mieux la prochaine fois. Hein. Merci en tout cas de votre attention et puis à votre disposition si vous avez des questions, mais qu'on pourra peut-être aussi partager après la conférence. Et je vais laisser la parole à Thibaut. Donc le temps de s'installer en espérant que tout fonctionne. Voilà. Alors je veux profiter pour présenter Thibaut le temps que les choses se mettent en place. Donc Thibaut de Rouvray travaille aux archives départementales, enfin la direction archives et patrimoine depuis maintenant 10 ans. Et il est en charge donc de l'inventaire du patrimoine sur un poste qui est partagé avec la région Occitanie, en fait qui est cofinancé par la région Occitanie et le département avec des missions d'inventaire du patrimoine. Et depuis 4 ans maintenant, on essaie de trouver parfois sur le territoire une autre collectivité partenaire. Et là, depuis de cette année, donc 2023, pour 3 ans, le 3e partenaire dans l'opération, c'est le PETR Pays des Nestes, donc sur le territoire duquel Thibaut va mener le travail qu'il va vous présenter. Et donc tout ce travail ensuite est remonté au niveau de la région Occitanie pour alimenter des bases de données sur le patrimoine. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.